Bienvenue à tout le monde à ce grand entretien Living Lab Charlevoix. On est aujourd'hui en personne à Charlevoix avec un invité vraiment spécial. On a avec nous Dr Annick Vincent. Dr Vincent est médecin psychiatre, spécialiste dans plusieurs domaines, mais dans le TDAH en fait. Elle pratique depuis plusieurs années, maintenant aujourd'hui en clinique privée, mais elle a pratiqué en cabinet, comme on dit, en cabinet. Et elle a écrit un célèbre livre, Est-ce que mon cerveau a besoin de lunettes? Docteur Vincent, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Il y a aussi une particularité avec votre visite aujourd'hui. D'abord, on est en présence. C'est rare qu'on fait les entrevues en présentiel dans Charlevoix. Mais on a votre fils avec nous. Votre fils qui est étudiant en médecine à l'Université de Montréal, diplômé en ingénierie à l'Université Laval. Il a fait 2 stages de leadership et d'innovation. On est rendu à notre 10e cohorte. Il a fait la cohorte l'année passée et a décidé de le refaire cette année. Et là, on a dit que ça serait le fun d'inviter ta mère. Alors aujourd'hui, Annick, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. On a dit qu'on se tutoierait. Oui. Mais sais-tu qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer? Je ne te poserai pas de questions parce qu'on va commencer à demander à ton fils de te poser des questions. On va essayer d'apprendre à te connaître aujourd'hui, de savoir ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui t'anime, c'est quoi le déficit de trouble de TDAH en fait. OK. C'est quoi ce phénomène-là? C'est quoi l'accès aux soins de santé en santé mentale? Toutes sortes de sujets, mais c'est pas moi qui va décider de quoi on va parler. C'est bien ton fils accompagné, et ça c'est quelque chose de un peu de surprise, accompagné des autres étudiants. Ils sont 10 dans le stage de leadership et d'innovation. Ils ont déjà écouté plus d'une quinzaine d'entrevues, donc plusieurs heures. Ces entrevues durent 90 minutes. Alors on a décidé qu'aujourd'hui, ça serait eux qui mèneraient l'entrevue. Bien, merci de m'inclure dans ce beau projet-là. Vraiment. Ça te va? Oui. Es-tu prête? Pas trop stressée? As-tu dormi la nuit passée? J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas de votre faute. Hey, quand on est psychiatre, c'est rare qu'on se fait interviewer. C'est encore drôle. C'est encore drôle, OK. Ceux d'entre vous qui allez faire de la psychiatrie, vous allez voir que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux C'est sens. dans les deux sens. Ben, Annick, j'ai hâte d'en entendre plus parler. Je cède ma place et la parole à ton fils, Alex Rivard. Alex, qui est cette personne? Merci Richard. Donc, oui, je suis le fils de Annick, donc on va se tutoyer aujourd'hui. Je suis d'accord. Parfait, excellent. Puis c'est ça, on n'a jamais vraiment eu une discussion dans ce format-là. D'habitude, c'est plus autour de la table de cuisine, dans un souper de famille et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, je vais apprendre sur toi. Puis on va poser des questions que je n'ai jamais posées. Donc, c'est pas trop personnel non plus, mais c'est plus sur la vie professionnelle. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, qu'est-ce qui t'anime à venir ici aujourd'hui avec le Living Lab? Je t'en ai parlé un peu. Tu m'as vu un peu aller. Je t'ai pas trop donné de détails, mais je te laisse aller là-dessus. Qu'est-ce qui t'anime? Bien, moi, j'ai entendu parler de votre implication au niveau du leadership, au niveau du partage, au niveau de l'innovation, de penser autrement. Puis ça, c'est des valeurs qui m'animent depuis très longtemps. Fait que j'avais juste envie de faire partie de ce beau projet-là. Puis vraiment, je vous remercie. C'est pour ça que je m'en viens. Ben, merci d'être là aujourd'hui. Puis, avec le leadership, l'innovation, toi, le leadership et l'innovation, qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie? Comment tu l'as appliqué dans ta vie? Eh boy, quelle Ouais, question! une grosse question. On commencerait. OK, leadership. D'abord, il faudrait savoir que quand j'étais petite, OK, j'étais pas très leader. J'étais plus suiveuse, quelqu'un qui était un peu plus en recul, très gênée. Puis le leadership est arrivé un petit peu plus tard. Ado, adulte, carrément première semaine à la faculté de médecine. Ça, c'est clair. Parce qu'on s'est fait dire que les livres qu'on avait commandés, on les aurait pas tant qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui prendrait le leadership, de s'occuper du groupe qui fait les commandes, etc. Parce que, vous le savez, on a juste un 2 ans.
Et puis, ben, moi, j'étais tellement obsesse puis perfectionniste, je ne peux pas passer une journée de plus, pas de livre, ça n'a pas de bon sens. Fait que je passais au-delà de ma gêne, puis je suis allée en avant en disant « faut que quelqu'un fasse quelque chose ». Ben, ça a été moi qui ai pris la présidente. Et ça m'a amené dans d'autres souliers, dans une autre position, puis ça m'a amené à aller au-delà aussi ça m'a mis à un beau défi, puis ça m'a amené aussi à connaître plein de gens dans ma faculté. J'ai su qui payait pas, qui était en retard, etc. Après ça, ben, quand j'ai fait mon cours de médecine, j'ai eu un profil atypique assez rapidement. J'ai fait de la recherche fondamentale, j'ai pris des têtes de rat, je l'avoue, de la culture cellulaire, etc. Mais ça m'a amené aussi rapidement à aller, par exemple, faire des présentations à l'étranger. T'es sur les bancs d'école encore, tu n'as même pas fait... Et puis, j'ai découvert tout un monde qui est intéressant. Après ça, là, j'ai eu une révélation assez bizarre. Je ne voulais surtout pas faire comme mes parents. Mon père était psychiatre. Okay, j'étais un petit peu la Obélix qui était tombée dedans quand il était petite. Et puis, quand je suis arrivée à l'externat, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la psychiatrie. Fait que là, j'étais comme prise, j'étais dans un profil recherche, un profil aussi clinique. Alors, à la résidence, j'ai eu un profil atypique encore, où est-ce que j'ai continué à faire de la recherche. J'ai fait ma maîtrise en neurosciences, en même temps que je faisais la spécialité. Puis, je suis allée faire une année à l'étranger, au National Institute of Health, à l'époque. J'étais pas très bilingue, faut vous dire. C'est devenu assez rapide à ce moment-là. Puis encore là, ça aussi, ça t'amène à rencontrer des gens qui sont leaders dans leur domaine. Moi, j'étudiais, là, puis les noms de ceux que je voyais qui étaient sur les articles, ben, je mangeais avec eux autres sur l'heure du midi, là. Fait que, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Puis, ces gens-là avaient, et ont encore, pour ceux qui sont encore vivants, ce goût de partage. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est des gens qui ont, je trouve que c'est quelque chose qui est très commun à ceux qui sont leaders, puis qui innovent, c'est ce goût de partage. Cette passion-là qui les anime, qui les amène ailleurs. Je suis revenue à Québec, j'étais supposée avoir un poste de recherche, ça existait à l'époque, mais ça a été aboli 3 mois avant mon arrivée. Donc, après ça, donc, je me suis ramassée dans le réseau hospitalier avec un mandat de monter des services qui n'existaient pas à l'époque, qui étaient des services, organiser les services de consultation pour le médecin de famille en tant que psychiatre. Donc, comment on peut bien répondre aux questions du médecin de famille par rapport à son patient. Et c'est éventuellement devenu ce qu'on appelle maintenant le module d'évaluation de liaison. Puis, donc, ça fait partie de ça. Toi, quand tu étais petit, tu étais allé à l'hôpital pendant que j'étais en congé de maternité pour monter des projets comme ça. Après ça, j'ai travaillé en milieu hospitalier pendant des années, 16, presque 17 ans. À essayer de monter des choses, de développer des choses, de penser différemment. Il y a dans notre réseau des gens qui sont extraordinaires, qui sont pleins de passion, et ça prend une direction au-dessus qui va nourrir cette passion-là. Et j'ai pas eu la chance d'être dans un réseau à cette époque-là qui avait ce leadership-là. Alors, je me suis battue beaucoup, puis ça a été complexe. Et finalement, je me suis dit, ben, écoute, si je peux pas au sein de où est-ce que je suis le construire, ben peut-être je pourrais le construire ailleurs, différemment. Puis à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, ça, partir du réseau. On n'avait pas été formés. J'ai appris sur le tas sur comment être une gestionnaire moi-même. Puis, ce que ça a fait, c'est un projet dont je suis très fière. Je me suis entourée de gens qui sont extraordinaires. Puis maintenant, je travaille dans un cabinet, non pas une clinique privée, nuance. Les gens qui viennent voir les médecins chez nous, ils sortent leur carte d'assurance maladie. Et puis, donc, je travaille avec des gens qui sont de multiples domaines, ce qu'on n'a pas dans le réseau. Donc, au sein de la même équipe, on a des gens du scolaire, des gens qui sont des professionnels de la santé et aussi des médecins de différentes branches. Puis, ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu voir au sein du réseau,
que peut-être je vais voir un jour, on ne sait jamais, hein, je suis encore jeune. Donc, je me suis intéressée à plusieurs domaines. Quand j'étais au niveau de la recherche, quand j'étais bébé docteur, j'étais impliquée au niveau des troubles de l'humeur. Je me suis intéressée à la neurobiologie de l'attention. À une époque où est-ce qu'on ne connaissait pas que le TDAH, ça continuait à l'âge adulte. Donc, moi, quand j'ai fait mon fellow au National Institute of Health, il y avait des grands experts en TDAH qui étaient là, mais je ne me sentais pas concernée. Moi, j'étais en psy adulte. Ça ne me concernait pas du tout parce qu'on disait aux parents, hein, inquiétez-vous pas, ça va disparaître. Hein, l'adolescence, ça va partir. Puis, éventuellement, quand je suis arrivée à l'hôpital, un de mes premiers patients, je me rappelle encore, un monsieur qui avait une maladie bipolaire assez carabinée, il m'avait dit, j'aimerais ça que vous rencontriez ma femme. Je pense qu'elle a un TDAH. Puis là, je suis presque partie à rire. Je me suis dit, mais voyons donc, ça se peut pas. Hein, ça n'existe pas à l'âge adulte. Je le sais, je sors de l'école. Hein, je sais tout. On sait. En fait. Et puis, finalement, cette dame-là, la seule chose qui pouvait expliquer ses symptômes, c'était un TDAH. Puis là, je suis vraiment tombée en bas de ma chaise parce que, ça venait ébranler toutes mes chaînes. C'est pas supposé exister, cette affaire-là, chez l'adulte. 2, je connais ça, moi, l'attention. J'ai fait ma maîtrise sur l'attention. J'ai failli finir mon doctorat là-dessus. Ce qui fait que je me suis mis à avoir un peu par la bande un rôle de leadership local, où est-ce que j'ai demandé à des gens qui étaient en pédopsychiatrie de nous former, nous, les psy-adultes, au niveau du TDAH. Puis, on est dans les années 80, à l'époque où c'était facile d'étudier la psychiatrie à cette époque-là en pharmaco. Il y avait très peu de molécules. Mais progressivement, à peu près à cette époque-là, donc dans les années 90, fin 90, arrivaient des nouvelles molécules dans le monde de la psychiatrie en général, du côté de la dépression, du côté de l'anxiété et du côté du TDAH. Fait que je me suis ramassée comme au bon moment pour embarquer dans un train très intéressant qui était d'être capable justement d'assumer un rôle de leadership au niveau de développer ça, outiller les gens pour mieux connaître c'est quoi le TDAH, mieux les traiter. J'ai essayé de le faire, comme je disais tantôt, au sein du réseau. On sait aussi, on a fait un espèce, excusez l'anglicisme, un networking, un réseautage de cliniciens qui avaient un peu le même genre de mission à travers le Canada. Ça finit par faire une association qui est maintenant connue mondialement, qui est le CADRA, le Canadian ADD Resource Alliance. On a eu l'initiative aussi de dire, on a une expertise entre nous, on est dans un mode partage, pourquoi qu'on n'écrirait pas des guidelines et les rendre disponibles à l'ensemble de l'humanité, pas juste aux docteurs, à tout le monde. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de le fun sur le plan leadership. Puis progressivement aussi, on s'est rendu compte que du côté de la francophonie, au Québec, on était très en avance par rapport à d'autres pays francophones. Donc là, on a commencé à développer une espèce de réseautage francophone à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, puis l'Amérique. Et puis donc, ça a été une autre façon aussi de rencontrer aussi des gens qui ont un profil novateur et puis qui osent. Je vous dirais qu'en France actuellement, c'est vraiment quelque chose. S'occuper de quelqu'un qui a un TDAH, c'est un parcours du combattant encore aujourd'hui. Puis le fait qu'on travaille ensemble de cette façon-là, on peut s'aider. Merci pour cette incroyable réponse. Puis, tu as été également reconnu internationalement pour des œuvres que tu as écrites. Richard l'a mentionné tout à l'heure. Mon cerveau a besoin de lunettes, qui a fait fureur. Tu as écrit un deuxième livre, Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Puis là, j'ai perdu le compte, tu as plein de projets par-ci par-là. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de ces projets-là? Qu'est-ce qui ont changé dans ton monde à toi, mais dans le monde du TDAH?
Ben écoute, mon cerveau a besoin de lunettes, c'est le premier livre que j'ai écrit, puis je n'étais pas supposée l'écrire. Je me souviens, c'était un parent qui m'avait dit, on n'a rien en français pour expliquer c'est quoi le TDAH à nos enfants. Puis je vous rappelle, moi je suis en psy adulte à cette époque-là, et puis je me souviens d'avoir dit aux parents, ben oui c'est vrai, ça serait intéressant, mais ce ne sera pas moi qui vais écrire ça, certain. Et tu as un de tes frères, hein, ton petit frère, qui faisait pas ses nuits. Hein, il a fait ses nuits à l'âge de 3 ans. Alors, je vous dirais que ça me tente bien des projets dans votre tête pour être capable de passer à travers ces longues nuits. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, peut-être que je pourrais. Puis si jamais je le faisais, de quelle façon je le ferais? Alors, ça m'a pris 3 ans, à partir du moment où j'ai dit, et si? À arriver avec le concept, à avoir écrit le livre. Donc là, vous étiez rendu même assez grand pour pouvoir contribuer. J'avais impliqué l'école et puis les élèves de l'école aussi. C'était magnifique de voir le regard des enfants quand leur dessin qui avait été sélectionné pour faire partie du projet était affiché dans l'école. Écoute, c'était magique. C'était vraiment le fun là, de voir ça. Ton frère, qui était encore petit à ce moment-là, contribuer, mais de façon absolument sans consentement. J'ai piqué des dessins, tout simplement. Et puis donc, ce premier livre-là, j'ai essayé de prendre des mots qui parlent à l'enfant, qui parlent à son parent et à ses proches. Et c'est un travail extrêmement complexe. C'est beaucoup plus facile de parler avec des mots d'adultes à des adultes que de parler à des enfants. C'est de tous les projets que j'ai faits, le projet le plus difficile. Par la suite, ça a vraiment bien marché, ça a été le fun, ça a été bien accueilli, ça a été extrêmement pénible à mettre en publication. Je ne compte pas le nombre de maisons d'édition que je suis allée cogner à leur porte. J'étais sûre que j'avais un bon projet, mais je fitais nulle part. Excusez l'expression, mais donc le projet ne correspondait pas aux critères de notre maison d'édition. Parce que c'était soit une maison d'édition qui était très dans le ludique, l'éducatif, j'étais comme trop ludique pour l'éducatif. Puis à un moment donné, il y a une petite maison d'édition de la région de Québec qui a dit, ben oui, on embarque. Puis donc, on a fait le projet, puis ça a bien levé, puis ça répondait à un besoin, on le voit. Il est encore, la nouvelle édition est encore là. Rapidement, on s'est dit, ben là, ça serait le fun d'en faire un pour les grands. Puis celui-là, 1 an, il était écrit. C'était beaucoup plus facile pour moi de parler. C'est des choses que je faisais dans mon quotidien, d'expliquer aux adultes qu'est-ce que c'est le TDAH. Et j'ai décidé encore là d'outiller l'adulte avec l'info que je donnerais à un collègue médecin, à un collègue psychologue, que cet adulte-là ait toute l'info. Et l'adulte, je pense aussi, le conjoint, la conjointe, celui qui l'accompagne, le parent. Fait que finalement, mon cerveau a encore besoin de lunettes, contient une information, je dirais, de grade médical, mais dans un langage qui permet à tout le monde de le comprendre. Depuis, il y a eu plusieurs versions. Il a été retravaillé et puis il a été traduit. Donc, on est allé vers une version anglaise. Ça, j'ai pu superviser parce que je suis assez bilingue pour ça maintenant. Et il y a une version coréenne que j'ai absolument pas supervisée. Tranche de vie, là, à un moment donné, il est arrivé chez nous une boîte en carton avec l'écriture d'allure asiatique. Je connais aucune des langues asiatiques. Fait que, puis eux autres, ils se commandent des choses par Internet. Fait que je dis, « Hey les gars, il y a quelque chose de rentré pour vous. » « Mais non, maman, c'est ton nom qui est écrit sur la boîte. » C'était des exemplaires de mes livres en coréen. Écoute, il pourrait avoir eu une recette de spaghettis écrite dedans que je n'ai aucune idée de ce qui est écrit dans ces livres-là. Mais j'espère qu'ils ont fait le contenu comme l'autre. Donc, ces livres-là, depuis, ont été revus, réédités. Par la suite, avec une collègue avec qui je travaillais à l'époque, on s'est dit, ça serait le fun, on a plein de choses à dire aux parents. Hein? Actuellement, on a beaucoup de parents qui se sentent démunis, désemparés. Comment je fais? Comment je peux être un meilleur parent? Puis, on a une problématique d'accessibilité à nos conseils. Nous, comme médecins, on n'est pas assez pour répondre à tout ça.
Puis au niveau des professionnels qui ne sont pas, dont les services ne sont pas couverts par la RAMQ, il y a une accessibilité financière, en plus du manque de ressources. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de mettre dans un outil. Puis c'est là qu'est né les 3 livres de la série du parent-capitaine. Tu as le guide du parent-capitaine. La série, en fait, elle s'appelle Maître à bord. Fait que tu as le guide du parent-capitaine, qui est carrément né ici, dans Charlevoix. On était sur le bord pas très loin d'ici, quand on a fait notre première tempête d'idées pour le créer. Puis on a fait 2 livres pour enfants aussi, pour accompagner, puis que l'enfant puisse s'approprier aussi ces concepts-là. Fait que ça, c'est le côté rédaction fait, publié. Puis là, ben scoop, il y a mon cerveau a besoin de focus qui s'en vient. Ou est-ce que je m'adresse à tout le monde? Je ne parle plus d'une problématique de santé, je parle de l'attention en tant que telle. L'attention, c'est précieux pour toutes nous autres. L'attention, c'est de base. L'attention, si tu n'as pas d'attention, tu n'es même pas capable de survivre. Puis sur le plan relationnel, on a besoin d'attention. Puis tu as besoin d'attention par rapport à toi-même aussi. Fait que, ben toi, tu me connais, j'adore les acronymes. Alors, FOCUS, c'est aussi l'acronyme de 5 éléments dont je veux parler dans ce livre-là. Le F, c'est la force, donc c'est ton énergie, ton niveau d'énergie. Le O, c'est l'orientation, comment tu t'organises. Le C, c'est la centration par rapport aux stimuli autour de toi, puis par rapport à ce qui se passe en dedans. Le U, c'est le côté universel. On ne voyage pas tout seul sur le chemin de notre vie, on est avec d'autres personnes. Puis aussi, on a un système, le système scolaire, on a notre milieu de travail. Comment on peut favoriser l'attention de chacun des personnes qui sont dans ce système-là. Puis le S, mais c'est le sens. Avez-vous déjà essayé de porter attention à quelque chose qui ne fait pas sens pour vous? Hein, comment c'est important, puis comment des fois on l'échappe aussi. Fait qu'un peu dans notre monde qui est dispersé, puis dans un monde qui va vite, moi c'est le prochain message que je veux passer. Fait que ça, c'est pas mal les projets en ce moment. Puis en parallèle à ça, bien, il y a tout le réseautage international qui est en train de se faire. L'année prochaine, on a notre prochain congrès international francophone sur le TDAH. Je compte plus les éditions. On en fait aux 2 ans depuis 2010, donc à vous de calculer. Puis il y a toute une collaboration là, avec des gens d'un peu partout. Ben, c'est un peu là où je suis rendue dans mon cursus. Bon, super intéressant. Il y a plein d'informations que même moi, étant son fils, j'avais pas. Je savais pas. Donc, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ben, je suis ton fils, mais je suis pas le seul. Non. On est 4 gars. J'ai 3 frères. Ils ne sont pas ici en ce moment. Mais j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de c'était quoi la vie familiale avec tous tes projets. Comment tu as réussi à faire tout ça en même temps? Ben, d'abord, j'ai eu plusieurs chances. Okay? J'ai eu la chance d'avoir votre père, qui était plus qu'un géniteur. Hein? Il a vraiment donné un grand coup de bain. Et il en donne encore un. Alors, je le salue. Et puis, vous étiez en santé. J'étais en santé. Ça aussi, ça aide. Ça aide dans tout ça. Et j'ai su m'entourer. Donc, j'ai eu des gens extraordinaires autour, autant que ce soit au niveau de la famille, des dames qui sont venues vous garder, qui des fois vous appuyez maman, ça te déchire. Hein? La mère, là, quand tu travailles des 50 heures semaine, puis tu rentres à la maison, puis la gardienne te dit « Ouais, il m'a appelé maman aujourd'hui. » Fait que je te dis, ça prend beaucoup d'autocompassion aussi. Ça prend énormément d'organisation. De bonne humeur, de lâcher prise. Je te dirais, ce que je disais souvent, c'est les humains d'abord. Okay? Le ménage, on reviendra. On a appris à... Les murs se sont peinturés juste quand vous avez tous dépassé un certain âge. Hein? Il y avait 4 gars, là, c'est quand même, ça bouge dans une maison. On a aménagé la maison pour vous permettre de bouger aussi.
On a mis une cour pour ne pas vous perdre puis qu'il n'y a personne qui a se faire frapper. Mais donc, on a, je dirais, eu beaucoup de gens aussi autour qui nous ont aidés. Parce que pour vous autres, il y en a probablement qui se disent « J'aimerais ça avoir une carrière et puis être capable aussi d'avoir une grande famille. Comment qu'on fait? » On ne peut pas faire ça tout seul, c'est clair. Ça, c'est sûr. Écoute, à un moment donné, là, il y avait la petite voisine qui était adolescente, puis sa sœur qui venait vous garder quand moi j'étais de garde, parce que ton père il était parti souvent pour le travail. Puis, quand c'était l'heure que la petite gardienne allait se coucher, c'était la mère qui venait vous garder, OK? Qui était devenue une amie. Fait que ça, je pense que c'est extrêmement... Le réseautage, c'est hyper. J'ai encore des amis maintenant. La petite gardienne, elle est même rendue en médecine. Hein? C'est vrai? Oui, elle a fait sa médecine à l'Université de Montréal, campus Trois-Rivières. Oui. Donc, on n'est pas si loin que ça. Là. Pour ceux qui nous écoutent, là, moi je suis à l'Université de Montréal, campus Montréal. Donc, c'est super intéressant de voir le parcours de chacun de l'entourage. Puis, oui? Il y a une chose que je n'ai pas dit. Oh! Entre autres. Qui nous a beaucoup aidés, c'est le sport, l'activité physique. Puis, quand on était là, on n'était pas si souvent là comme parents, il faut le dire. Là, on a eu des parents substituts dans tout ça. Mais on a choisi des activités familiales qui étaient communes. On a choisi aussi que l'heure des repas, c'était pour être ensemble. Quand on faisait des activités, on est des gens de plein air. On vous emmenait faire des affaires que tu fais comme, peut-être qu'il n'y a pas tous les parents après. Faire du camping, là, où est-ce qu'il y a des ours, de faire la plongée, où est-ce que, écoute, on faisait de la plongée en apnée avec eux autres. On s'était mis des bracelets avec des grandes cordes pour ne pas vous perdre, parce que tu as 4 petits, tu es 2 adultes. Fait que ça aussi, c'est une chose, il faut que tu découvres des façons de faire en sorte que tu te rallonges les bras ou que tu t'en fais pousser d'autres. Tout à fait. Puis, toutes ces activités-là, j'imagine que ça t'a aidé à te sentir bien. Puis, je me demandais, c'est quoi le bien-être dans ta vie? Comment tu l'approches? À quel point c'est important? Pour moi, c'est fondamental et ça reste une quête. J'ai passé ma vie à dire, un jour, je vais trouver l'équilibre. Puis, dans les dernières années, tranche de vie, j'ai eu un ennui de santé important, j'ai eu une chirurgie pour enlever une tumeur qui faisait... J'aurais pas pu être là aujourd'hui. La tumeur est partie, ça va. La chirurgie a laissé des séquelles, donc je reste avec de la douleur, de la fatigue, des étourdissements. Ça a changé beaucoup mon rythme. Et puis, ça m'a amené beaucoup à réfléchir aussi sur justement, c'est quoi le bien-être, c'est quoi finalement, c'est quoi qui fait sens. Donc, revenir vraiment aux bases pour me rendre compte que l'équilibre que je cherchais depuis tant d'années, ça n'existe pas. L'équilibre, c'est d'être à l'aise dans ton déséquilibre. Ça, c'est ma perception. Pas ça, des gens pourront dire bien d'autres choses, là. Mais donc, je me suis rendu compte que c'est en restant en mouvement que j'arrive à trouver mon équilibre. C'est toujours une balance. Puis là, encore plus que ça l'était, parce que ma tête a vu plus de choses que mon corps est capable de donner. Et donc, dans un contexte comme ça, c'est beaucoup de revenir à l'essentiel. Puis, ça passe. Moi, je ne sais pas si vous avez eu la chance, soit de lire, de rencontrer, de voir en entrevue Rachel Thibault. Moi, je vous dirais, c'est un incontournable dans la vie de quelqu'un. Je vous le prescris. Rachel, elle est ergothérapeute, elle est spécialisée en résilience humaine. Donc, pas en résilience des matériaux, elle est ingénieure, mais en résilience humaine. Et puis, ce qui ressort, c'est que si tu veux justement être capable de rebondir en situation de stress, il faut que tu reconnaisses que quand tu es en situation de stress, c'est normal de ne pas être bien. Okay? De revenir avec une normalité à ce niveau-là.
Puis aussi de se donner des stratégies pour cultiver notre résilience, comme on cultive, mettons, nos muscles pour faire l'activité physique, il y a moyen de cultiver notre résilience. Puis Rachel, j'aime ça, les acronymes aussi, c'est le fun. C'est les 5 C. Il y a 5 types d'activités qu'on peut saupoudrer dans notre quotidien. Ce sont des activités qu'on dit eudémoniques, ça veut dire que ça amène du sens dans ta vie. OK? Ça amène du sens. Il y a donc les 5 types d'activités. Tu as la centration, tu as la contemplation, la création, la connexion, puis la contribution, dans l'ordre ou dans le désordre. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir les 5 C toutes dans la même journée. Mais l'important, là, c'est de faire exprès, volontairement, puis que quand tu es capable de le faire, d'être capable d'être présent. Et là, on amène la notion de présence attentive. Et là, ça vient me chercher, c'est mon champ d'expertise, hein, l'attention. Mais de vraiment être capable de dire, là, je centre mon attention, ne serait-ce que quelques secondes, que quelques minutes, sur quelque chose qui va me faire du bien, qui va nourrir mon bien-être. Puis là, ça nous amène aussi à la notion de compassion, puis d'autocompassion. Ça aussi, hein, notre bien-être, ça passe par là. Puis pour être capable d'être, on a inventé un mot en français, on appelle ça compassionné. C'est pas sûr que dans le dictionnaire. Okay? Mais en premier, il faut que tu sois capable intellectuellement de reconnaître la présence de l'émotion en toi ou en l'autre. Mais si tu restes à cette étape-là, tu n'es pas à l'étape de la compassion. L'étape suivante, c'est d'être capable d'amener une sensibilité à l'émotion, au vécu, de le ressentir. Là, on est à l'étape de l'empathie. Mais si tu restes à l'étape de l'empathie, il y a un danger d'aller dans une détresse. Parce que tu vas tomber, tu sais, un peu comme on l'a vu au niveau en mécanique, c'est la résonance. Hein? Donc, quand l'émotion elle est forte, que ton émotion soit forte ou que l'émotion de l'autre, puis si ça se met juste à rouler dans l'émotion, hein, ça vient nous envahir, puis on n'est pas bien là-dedans. La compassion, c'est d'être capable d'être empathique, mais capable aussi de porter un geste pour soulager cette souffrance-là. Donc, tu as l'intention de soulager la souffrance. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de la soulager, mais tu as l'intention de le faire. Donc, tu peux porter un geste tout petit, puis ton geste peut être une parole, un support, peut même être un souhait. Je peux absolument rien faire, bien au moins je peux te souhaiter que ça aille mieux, ou quelque chose comme ça. Puis ça, je te dirais maintenant, ce que j'essaie, c'est de l'incorporer vraiment dans mon quotidien. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la bienveillance. Donc, je souhaite, moi j'ai su que j'étais porteuse d'une mutation, donc je suis une mutante, et en tant que mutante, on a droit à un super power. Okay? Donc, j'aimerais ça pour que mon super pouvoir soit d'être justement la capacité d'être contagieuse dans cette bienveillance. Et à chaque fois que je me rends compte, hey, ça a marché, ça m'a fait du bien ou ça fait du bien à quelqu'un d'autre, ça alimente mon bien-être. Vraiment. Wow. Puis, pour partager le bien-être, j'imagine que tu as développé des trucs, tu as développé des idées. Il faut être innovateur, créatif là-dedans. Comment tu as été créatif et pour toi, qu'est-ce que la créativité a apporté dans tout ce projet-là? Et la créativité, je dirais, c'est quasiment dans mes gènes. D'abord, être créatif, il faudrait voir comment on le définit. Hein, la créativité, c'est comme partir de quelque chose puis créer. Et tu peux créer une recette, tu peux créer au niveau de l'art, tu peux créer au niveau de la littérature, tu peux créer en t'assoyant à terre puis en jouant avec des petites roches puis former quelque chose. Fait que ça prend de l'imagination. Je pense que ça prend aussi un espèce de regard, comme l'enfant, là, qui s'émerveille, puis qui fait comme... et qui prend qui n'est pas comme dans les dogmes,
Tu sais, ça a toujours été le même, puis c'est la seule façon de faire. Fait que je pense que la créativité, il y a une partie de ça. Il y a certainement de oser. Oser, ça veut dire que tu peux te planter solide, que tu peux trébucher. Donc, ça veut dire d'accepter aussi que tu vas te tromper. Puis que si tu te trompes, ben, c'est une belle occasion d'apprentissage. Puis, je pense que plus on peut le savoir tôt dans la vie, ça, que c'est correct de se tromper, je pense que ça fait partie du processus de créativité. Puis, j'ai eu la chance, et puis des fois, je cours après ma chance, de m'entourer de gens qui sont créatifs. Puis, ça revient, ça, dans le discours il y a de la passion. Des gens, il y a quelque chose, ça fait sens. Il y a une passion derrière. Après ça, il y a un désir qu'il y a quelque chose de différent. Parce que si, en quelque part, si tu ne créerais rien si tu es satisfait de tout. Fait que là, la créativité, elle peut s'appliquer autant dans l'art ou quelque chose comme ça, mais elle peut s'appliquer aussi dans le cadre de notre travail, quand on dit, bien là, il y a un problème ici, là. Il faudrait trouver une solution. Bien, la solution, c'est aussi être créatif. Donc, dans un contexte comme ça, je pense que la créativité, elle fait partie, en tout cas, j'espère qu'elle fait partie de mon quotidien. Ne serait-ce que quand, je ne sais pas, moi, j'ai perdu mon chemin, je peux être créative d'essayer de le retrouver, que je suis confrontée à des choses qui sont plus complexes. Bien, je pense que la créativité, ça fait partie de notre façon d'être dans la résolution de problèmes, là. Ou de trouver des solutions. Alors, on a parlé de créativité, d'attention. Puis si on revient à un des champs d'expertise, parce que tu en as plusieurs. Pour les gens qui ont un TDAH, comment est-ce qu'ils peuvent recentrer leur attention? Comment une personne, par exemple, qui t'écouterait, comment elle pourrait se sentir créative en étant TDAH? Parce qu'on voit souvent des gens qui ont un TDAH qui sont créatifs. On l'associe peut-être même beaucoup avec ça. Mais est-ce que c'est à tort? Est-ce que c'est moins à tort? Je vais Il y a combien de questions dans ta question? Oui, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de la résumer. Oui. Je vais souligner au passage, donc sur le plan revue scientifique. OK? On va faire une petite pause scientifique. On va parler c'est quoi le TDAH. OK? Donc, le TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un trouble qui est du neurodéveloppement. Donc, tu arrives au monde avec ton TDAH, puis on finit par s'en rendre compte à un moment donné. OK? Ton cerveau, il est tricoté différemment, il est réseauté différemment. On a tous dans notre cerveau des structures, des réseaux neuronaux qui nous aident à être attentifs, qui nous aident à moduler notre attention, qui nous aident à moduler nos mouvements, moduler notre façon qu'on parle, moduler nos agirs, puis même moduler nos émotions. Ces réseaux-là, ils ont besoin d'être activés pour être efficients, pour être capable justement que notre attention, nos mouvements soient sous une forme d'autocontrôle, si on peut dire. Ceux qui ont un TDAH, on sait maintenant que sur le plan justement de l'activation de ces réseaux-là, c'est plus complexe. Ça demande un niveau de stimulation plus haut que la population générale. C'est d'ailleurs pour ça que nos psychostimulants, que nos médicaments qui travaillent sur le système adrénergique ont une efficacité dans le TDAH. Donc, ceux qui ont un TDAH, il faut qu'ils comprennent comment fonctionne leur cerveau, qu'ils comprennent qu'est-ce qui appartient au TDAH, puis aussi, OK, si j'ai besoin d'une coche de plus de stimulation, comment je vais aller la chercher? Plusieurs ont découvert, sans savoir que c'est toute la neuroscience derrière, que quand ils procrastinent, puis qu'ils sont à la dernière des dernières minutes, leur cerveau allume. OK? Ils viennent de se faire un stimulant maison. Parce que le stress, bien dosé, t'amène cette espèce de dosage-là d'adrénaline juste correct. Donc, moi, quand j'enseigne aux gens qui ont un TDAH, je leur dis qu'il faut qu'ils procrastinent différemment. OK? Il faut qu'ils apprennent à utiliser
comment ils peuvent s'auto-stimuler comme ça. Fait que si tu as une tâche grosse de même dans l'agenda, en bout de ligne, tu as une occasion de procrastiner puis une occasion d'être efficace en bout de ligne. Si tu prends ta grosse tâche, tu la découpes en morceaux, tu colles chacun des morceaux. Et ça, c'est important. Il faut le coller dans l'agenda. Okay? Quand ça reste flottant dans l'univers, ça ne marche pas. Tu le colles dans l'agenda. Là, tu es rendu avec plein de tâches, avec un plus court échéancier. Puis tu es un sprinter. Quelqu'un qui a un TDAH, il a un cerveau de sprinter. Il ne peut pas courir son marathon comme tout le monde. Alors, il va faire un sprint, une pause, un sprint. Et de cette façon-là, il va être plus efficace. Fait que là, déjà, la personne peut comprendre un peu plus comment il peut s'organiser différemment. Après ça, les conseils sur comment gérer notre attention, si tu as un TDAH, c'est les mêmes que monsieur puis madame tout le monde. Donc, les stratégies pour l'attention, si on reprend l'acronyme le focus, le F, c'est la force. Donc, notre niveau énergétique. Et donc, il faut tenir compte de ce qui nous ressource. Puis là, on va parler du sommeil. T'sais, sur le plan sociétal, actuellement, on ne dort pas assez. On le voit là, par rapport à il y a 50 ans, l'humain dort 1 heure de moins. Puis on a besoin de notre sommeil profond pour être capable de récupérer. On a besoin de notre sommeil profond pour refaire nos réseaux, pour être capable d'emmagasiner l'information, pour faire le triage. Puis, c'est essentiel. Fait que ceux d'entre vous qui ne dormez pas assez, si vous vous dites « Est-ce que je peux faire une chose pour aider mon attention? » Mais dormez. Dormez suffisamment. Mettez tout en place pour améliorer votre sommeil. Donc, quand mes patients me disent « Y a-t-il quelque chose de naturel que je peux faire? » Oui, dors. OK, donc, après ça, il y a l'activité physique qui nous permet aussi d'être en meilleure forme, etc. L'alimentation, bien s'alimenter, manger régulièrement. Donc ça, c'est dans ce qui nous ressource. Il y a aussi ce qu'on a nommé tout à l'heure, tout ce qui amène une sensation de bien-être. Alors, dans notre journée, d'avoir des pauses planifiées, des périodes où est-ce qu'on fait un reset. Vous avez probablement tous un outil électronique, genre un téléphone ou quelque chose comme ça. Si vous voulez qu'il fonctionne, avez-vous remarqué que quand on le branche à temps, il y a une efficacité? Bien, on est pareil. Il faudrait apprendre à, moi, ma batterie est comment en ce moment? Bon, ta batterie à toi est probablement bien meilleure que ma batterie à moi. OK? Fait que ça se peut très bien que toi, tu aies besoin de te rebrancher moins souvent que moi. Mais chacun de nous, dans la journée, notre niveau d'énergie fait ça. Fait qu'on peut aussi coupler ce qu'on a à faire par rapport à notre niveau d'énergie. Donc, il faut que j'apprenne aussi à être au courant de comment ça se passe en dedans, de prendre une pause, de « OK, là en ce moment, j'ai quoi comme niveau d'énergie? » pour aller faire quelque chose qui va être, je dirais, le plus synchrone possible par rapport à ce que je peux faire en ce moment. Donc, si vous avez une tâche qui vous demande beaucoup d'attention, bien, essayez de regarder dans la journée quand est-ce que vous avez le plus d'énergie et que votre cerveau est le plus disponible. Après ça, c'est d'être au courant de tout ce qui te draine de ton énergie. Alors, dans cette liste-là, plus la tâche est complexe, plus ta batterie baisse vite. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on apprenne, puis plus on est sensible à ça, plus on va être efficient dans notre gestion d'énergie, plus notre attention, elle, va être capable d'être, je dirais, efficiente, tout en sachant que l'attention aussi. Alors, d'avoir une attention soutenue, d'être vraiment en attention comme ça, vous ne pouvez pas demander à votre cerveau de se concentrer plus longtemps qu'un 20-30 minutes. Là. Ça va partir, c'est normal. Donc ça, c'est le F. Le O, pour l'orientation, c'est comment je m'organise. Le temps, il passe de la même façon pour tout le monde. Donc, je n'organise pas mon temps. J'organise ce que je fais du temps que j'ai disponible. Donc, comment j'organise mes tâches? Où sont mes priorités? Puis là, on va parler de priorité de degré d'urgence versus le degré d'importance. Bien, c'est l'important qu'on devrait commencer. L'important et urgent, on est tous bons là-dedans.
Mais des fois, on se laisse happer par l'urgent, pas important. Puis le pire, c'est pas important, pas urgent, mais le fun. Puis là, ça devient une source de distraction. Fait que plus on est sensible à ça, plus ça va être facilitant. Si on regarde le C pour la centration, c'est la centration par rapport aux stimuli autour de soi. Donc là, par exemple, on entend un bruit de fond. Il y a certaines personnes pour lesquelles ça va être beaucoup plus dérangeant que d'autres. Donc ceux qui sont plus sensibles au bruit, si tu es au courant que toi, tu es faite comme ça, bien, comment je vais m'isoler des bruits quand j'ai besoin de me centrer? Quel est le bon environnement? Il y a des gens qui vont mettre des bouchons d'oreilles, il y a des gens qui vont se mettre des coquilles, il y a des gens qui vont s'isoler avec la musique, il y a des gens qui vont dire, moi j'ai besoin d'un bruit de fond pour me concentrer, s'il n'y a pas de bruit pantoute, je ne me concentre pas. Donc on essaie de trouver dans quel environnement. Même chose au niveau des stimuli visuels, de quelle façon, j'ai des gens qui vont me dire, moi plus je suis dans un environnement fermé, avec rien autour, mieux c'est. J'ai quelqu'un d'autre qui me disait, moi j'ai besoin qu'il y ait du mouvement autour de moi, sinon on dirait que je tombe en état de veille. Okay? Et là encore là, c'est apprendre comment et apprendre à contrôler le plus possible notre environnement de façon volontaire. Après ça, il y a comment je suis assis, comment je suis positionnée. Si vous êtes en mode créatif, probablement que d'être dans vraiment de s'ouvrir, ça peut être aidant. Si tu es en train de rédiger un examen final, probablement que comme ça, c'est pas la bonne position. Okay? Donc, encore là, d'être conscient des différents sens pour te recentrer. Après ça, tu as tes propres idées. Nos idées, ils peuvent nous ramener comme nous éloigner. Celui qui a un TDAH, il a des idées popcorn, ça part. Okay? Il y a une bonne idée, il faut qu'il apprenne à l'attraper, l'écrire, ou la déposer en quelque part, puis revenir à ce qu'il faisait. C'est bon pour tout le monde aussi, mais quand tu as un TDAH, tu n'as comme pas le choix. Nos idées, ils ont aussi tendance à s'enfarger dans des boucles. Des boucles de rumination où on retourne dans le passé, puis des boucles d'anticipation où on se projette. Puis plus on est en situation de stress, ou plus on est quelqu'un qui est anxieux, ou si on est déprimé, plus on reste pris dans ces boucles-là, puis on s'enfarge. Puis il y a des stratégies pour être capable de remarquer, d'en ressortir. On travaille ça en psychothérapie. Si on est, par exemple, quand on fait de la méditation de pleine conscience, il y a des techniques en yoga aussi qui nous amènent dans ça. Ça s'entraîne. Donc, tout l'entraînement à la présence attentive vient nous aider à ce niveau-là. On avait le FOU, on est rendu au U, le côté universel. Donc, comment on peut favoriser l'attention, mais là, dans un contexte plus systémique. Donc, comment, par exemple, dans votre environnement de travail, vous pourriez penser à un environnement de travail qui permet l'attention. Si je m'en vais tout le temps te déranger aux 30 secondes, ton attention, elle n'a pas beaucoup de chances de se centrer. Les notifications sur notre des envois ou des choses comme ça. Mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous travaillez, par exemple, dans un milieu hospitalier, vous êtes au poste des infirmières, il y en a de la stimulation là, OK? Avec tout de suite, interrompre, etc. Donc, si vous avez besoin d'avoir une attention centrée, comment vous allez exprimer ce besoin-là et dans quel environnement vous allez le faire? Et si vous avez le pouvoir de contrôler un peu l'environnement dans un contexte où est-ce que vous êtes peut-être en mode un peu plus je dirais, soit gestionnaire ou organisation de l'espace, bien, comment on va organiser des espaces pour qu'on puisse avoir des moments où est-ce qu'on a une attention, un moment d'attention plus long. En anglais, on dit le deep attention, hein, être capable de se doter d'occasions, okay, pour permettre à notre attention d'être centrée. Et puis, on parlait du sens. Que quelqu'un ait un TDAH ou pas, il faut qu'on soit conscient de ce qui fait sens pour nous. Puis des moments où est-ce qu'on est en situation de paradoxe. Ça va vous arriver dans vos carrières, ça va vous arriver dans vos vies personnelles, d'être dans une situation où est-ce que ça ne fait pas sens. Là. Et là, où je me positionne. Puis si on n'en tient pas compte, ça devient une source de stress immense.
Donc, plus on est capable d'identifier qu'est-ce qui fait sens, de se mettre dans des conditions où est-ce que ce qu'on fait a une portée dans la direction de ce qui fait sens, plus on va être capable justement de nourrir notre attention, mais aussi de faire en sorte que, j'aime bien dire, porter attention avec intention. Fait que, c'était long, mais c'est ça que je voulais dire. Ah oui. Puis avec tout ça, c'est vraiment des bons trucs. Puis je me demandais comment on peut avoir la motivation, comment on peut atteindre cette motivation-là pour apporter des changements dans justement notre environnement. La motivation. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu le fameux cercle de la motivation de Prochaska? Ou est-ce qu'on parle, ça a d'abord été amené je dirais, pour les gens qui présentent une problématique de conso. OK? Ou est-ce que, par exemple, si moi j'avais, mettons, on va dire, une problématique de conso d'alcool. OK? Toi, tu viens me voir, tu dis, hey, maman, franchement, tu sais, 4 martinis, puis t'as pas pris ton petit déjeuner encore. OK? Donc, moi, je pourrais réagir en disant, ben voyons donc, hein? C'est pas un problème. Et à cette étape-là, dans ce modèle-là, on est à l'étape qu'on dit de pré-contemplation. La personne ne se rend pas compte qu'il y a un changement à apporter. Nous, comme cliniciens ou comme aidants, tout ce qu'on peut faire, c'est donner de l'information, lever des drapeaux avec bienveillance en autant que possible, mais on ne peut pas faire bien plus. Puis la motivation de la personne n'est pas là. Pas du tout. Après ça, il y a l'étape de contemplation. Où est-ce que là, la personne se rend compte que, ouais, il y a peut-être quelque chose qui m'appartient dans ça. Il y a peut-être un changement qu'un jour je pourrais faire. Mais on est à l'idée où on contemple. OK? Fait que là, la motivation, c'est comme une petite lumière de chandelle, mais qui vend beaucoup dessus. OK? Puis il n'y a pas d'acte qui s'associe à l'intention que tu as. Donc, si vous êtes en intervention avec quelqu'un qui est à cette étape-là, tu es à la même étape que la pré-contemplation. Tout ce que tu peux nourrir, hein, c'est peut-être rallumer la flamme un petit peu, mais tu ne peux pas faire beaucoup plus. L'étape après, là, tu es rendu à la mise en action. Donc, tu coupes ton intention de gestes concrets. Tu mets des stratégies. Et là, plus tes stratégies vont être faisables, que tu es capable de les réaliser. Puis, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme SMART, c'est pas moi qui ai inventé cet acronyme-là, ça vient de la business. OK? C'est un objectif qui est spécifique, le S, M qui est mesurable, A qui est atteignable, le R c'est réalisable et le T c'est dans un temps donné. Donc si par exemple mon objectif c'est de mieux dormir, bien ça c'est une intention, mais ce n'est pas un objectif qui est SMART. Je pourrais dire, bon, à partir de maintenant, pour les prochaines 4 semaines, je vais essayer de fermer les écrans à telle heure. Vous voyez venir. Là. Donc, je vais mettre ça de façon concrète, je vais être capable de le mesurer puis voir la portée. Ça va aider à alimenter la motivation aussi parce que je vais être capable de voir des résultats. Puis, plus on peut se mettre des micro-objectifs, plus on a des chances de réussite. Et ça va alimenter la motivation aussi parce que tu sens que tu es capable de le faire. L'autre étape après, c'est que tu t'es mis en action, puis là, il faut que tu maintiennes. Puis ça, c'est dur. Et là, tu as besoin, dans l'étape de la mise en action, l'étape du maintien, tu as vraiment besoin aussi de gens autour de toi. Puis une chose qui peut aider la motivation, à n'importe quelle de ces étapes-là, c'est de l'annoncer à des gens que tu as une relation avec eux autres. Tu t'engages comme face à toi-même, mais face à eux aussi. Fait que si je te dis, hey, à partir de maintenant, OK, je vais faire attention à mon sommeil. Et je vais le faire de cette façon-là. Ça va monter ta motivation aussi parce que tu t'es engagé. Si c'est une activité que tu peux faire avec quelqu'un, puis qu'en plus, vous le faites ensemble, tu viens d'augmenter encore plus la motivation. Puis, de toi, te dire, hey, bravo, tu l'as fait, yes! OK? Ça va monter ta motivation. Puis si tu as des gens autour de toi qui vont faire, bravo, tu l'as fait, hein, je crois en toi, tu es capable, ça aussi, ça va donner un coup de main. Puis éventuellement, ben, tu vas l'avoir intégré, puis ça va venir, c'est rendu partie de toi. Fait,
Ça, c'est consolidé. Tu es prêt à prendre un nouveau défi. Puis te motiver pour ton prochain défi. Puis il faut que tu sois conscient que dans ce cercle-là, c'est un petit peu comme quand tu joues à Monopoly, ça se peut que tu retombes à une autre étape. OK? Puis à ce moment-là, quand tu t'enfarges, quand tu tombes, ben c'est aussi de dire, OK, ben je suis capable, je vais recommencer. Puis plus on le fait, plus on va être capable de revenir plus rapidement au niveau de la motivation, de la mise en action, etc. Fait que ça, c'est un élément. L'autre élément de la motivation, c'est aussi on revient avec le sens. C'est le pourquoi. Si tu n'as pas de pourquoi, c'est dur d'être motivé. Puis là, je vous amène à la vieille pyramide de Maslow, que vous avez peut-être déjà entendu parler, avec la pyramide des besoins. Où est-ce qu'à la base, selon Maslow, c'était fait comme une pyramide, puis tu avais en bas les besoins primaires, puis après ça, plus on monte, plus tu as au niveau de la sécurité, après ça, tu as au niveau des liens affectifs, puis tu es rendu au dépassement de soi dans le top. Dans son modèle, tu avais besoin de consolider une base pour être capable de monter à un niveau suivant. Maintenant, on sait que tu n'as pas besoin de consolider une base. C'est bien plus facile si tes besoins de base sont là, mais tu peux aussi travailler sur les autres niveaux. Puis qu'est-ce qui va t'aider à les identifier, tes besoins? Bien, c'est ton ressenti. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais nos émotions, comment on se sent en dedans, ça nous allume sur l'état de nos besoins. Donc, plus on peut être attentif à comment je suis en dedans, comment je me sens, à quoi je pense, puis est-ce que je suis confortable dans ça? Si vous êtes confortable, un état de bien-être, là, c'est en quelque part que vos besoins, bien, ça va. Puis si le bien-être n'est pas là, en général, votre corps va vous avoir envoyé des messages. Il va vous envoyer des messages physiques, il va vous envoyer des messages au niveau de vos pensées, vos émotions, puis même dans vos comportements, ça peut s'exprimer. Fait que dans un contexte comme ça, si tu es capable d'être à l'écoute, je ne parle pas d'être toujours à l'écoute, OK? Mais je parle d'être en contact, d'être attentif à ce qui se passe en dedans. Là, tu vas pouvoir dire, OK, là, je suis en colère, je suis triste, je suis déçue. Mais derrière ça, il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Puis ça va te permettre de dire, OK, il faut que je réaligne. Puis ça va nourrir ta motivation sur, bien, pourquoi il faut que je le réaligne. Wow, vraiment une réponse très complète et que je m'attendais en fait parce qu'on a souvent discuté de ces sujets-là qui sont super intéressants. Puis là, je vois le temps qui file, puis je me demandais s'il y avait d'autres stagiaires là, qui voulaient poser des questions qu'on n'aurait peut-être pas abordées tout de suite. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est dans le fil de la discussion. Là. Dans le fond, c'est par rapport à le monde d'aujourd'hui avec autant de technologies puis d'écrans un peu partout. Puis on parle du TDAH, mais est-ce que ces difficultés-là d'attention au quotidien peuvent affecter d'autres personnes qui n'ont pas un trouble déficitaire de l'attention, peut-être à cause de l'omniprésence des ordinateurs, les notifications, tout ça? C'est un remède contre ça aussi. Très bonne question et tout à fait dans le sujet. On est dans une société très dispersée actuellement. On est entouré de stimuli. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aller dans un restaurant puis de ne pas avoir des écrans qui vous bombardent. Puis même dans un écran, on a ce qui se passe, un sous-titre, même des fois un deuxième sous-titre. Hein? On a une pression de performance. On est pressé comme des citrons. Où est-ce qu'on nous demande de faire plus de choses qu'on est capable de faire. Puis en plus, on se met une pression de performance qui s'ajoute à ça. Ce qui nous met dans des conditions où est-ce que l'attention est un challenge actuellement sociétal. OK? J'avais cette discussion-là récemment avec quelqu'un. On disait, c'est un problème de santé publique, actuellement, de la façon qu'on gère notre attention. Pour parler d'un TDAH, c'est souvent avec le T, de trouble. OK? Donc, c'est là et ça me cause du trouble. Donc, c'est un peu ça. Donc, si par exemple, quelqu'un dit j'ai un petit peu de difficulté à me concentrer, j'ai plus de bougeotte que la plupart des gens, avec les stratégies que j'ai mises en place, ça va bien, il n'y a pas beaucoup de T.
Fait que peut-être qu'on va dire qu'il y avait un TDAH quand il était petit, puis que maintenant ça va bien. Donc, on serait avec un TDAH en rémission quasi totale. OK? Là où est-ce qu'on se dit, ça vaudrait la peine d'aller plus loin, c'est soit que les symptômes sont là souvent, puis entraînent du trouble, et que les stratégies de base ne fonctionnent pas suffisamment. Ou de les mettre en place, ça entraîne ce qu'on appelle un fardeau compensatoire qui est trop lourd. Donc, ça te prend bien plus de temps que tout le monde, parce que tu t'es auto-revisé de plusieurs fois. Tu as oublié tes clés, tu sais très bien ce qu'ils sont, mais ils sont chez vous, il faut que tu retournes. OK? Donc, tu perds du temps à contrôler les symptômes. Tu perds de l'énergie aussi. Il y a Martin Persons, qui est un psychologue de Montréal, j'adore son analogie. Il dit, tu pars le matin avec plein de jetons d'énergie dans tes poches. OK? Normalement, à moins que tu aies un gros trouble du sommeil, là, tu te lèves le matin, tu as tes jetons d'énergie. Tu les dépenses au fur et à mesure. Puis, quand tu as un TDAH, tu les dépenses beaucoup plus vite. Parce que peser sur justement ton frein comme ça te demande plus de jus. Fait que si tu apprends à te ressourcer, à être capable de prendre des pauses, puis que tu arrives en fin de journée, puis il te reste encore des jetons dans les poches, ben ça va. Mais si tu perds ton niveau énergétique beaucoup plus rapidement que quelqu'un d'autre à mettre tes stratégies, ben puis tu te ramasses, pour emprunter la terminologie de Martin, sur ta carte de crédit énergétique, on va vous dire les taux d'intérêt sont très hauts. OK? Donc, dans un contexte comme ça, si vous avez quelqu'un ou si vous-même, vous avez des symptômes d'allure TDAH, vous dépensez beaucoup plus de temps, vous dépensez beaucoup plus d'énergie. Mais avec les stratégies, ça va, mais que le temps et l'énergie, c'est comme trop lourd, bien là, c'est peut-être le temps d'aller chercher une démarche diagnostique. Puis, en passant, un diagnostic n'égale pas pilule. Un diagnostic, ça permet de nommer qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Bon, si vous faites de la recherche, ça vous aide à structurer puis à faire des études comparatives puis des choses comme ça. Mais pour votre patient, là, être capable de mettre un nom dessus, ça lui permet de se mobiliser. Ça lui permet de comprendre pourquoi ces stratégies-là sont si importantes pour lui. Ça permet aux proches de se mobiliser de façon beaucoup plus bienveillante. Ça permet même, là on va faire tous les cercles autour au niveau systémique, ça permet au système aussi de s'adapter davantage. Et nous, comme cliniciens, ça nous permet de proposer des stratégies spécifiques pour notre hypothèse diagnostique. Dans un contexte comme ça, si on pense au TDAH, la place du diagnostic, ça ne veut pas dire égale médication. Ça va être d'aider la personne à comprendre qu'est-ce qu'elle a, pouvoir mettre en place des stratégies qui lui font bien, qui incluront ou pas la médication. Puis la médication, elle ne sera jamais seule. Les approches non pharmaco sont de base. C'est des approches qui sont universelles. Puis des fois, on va avoir besoin même d'une guidance plus spécifique, avec une psychothérapie spécifique. Puis en passant, il y a des psychothérapies qui ont été testées versus placebo. Okay, on peut faire une psychothérapie placebo, imaginez-vous. Alors, on peut le placoter, prendre un café ensemble, puis faire rien de thérapeutique. Ça, c'est un bras placebo. Okay? Et on a démontré qu'il y a des approches en psychothérapie où est-ce qu'on peut vraiment aider la personne, l'ado, l'adulte, à mieux vivre avec son TDAH. Moi aussi, j'aurais une question justement par rapport au diagnostic. Veux-tu parler plus Ah pour oui. la caméra? Parce que, bon, en tout cas, ces temps-ci, on entend beaucoup parler du fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent des diagnostics ou même pas nécessairement des diagnostics, mais que les parents les identifient comme tels. Mais est-ce qu'il y a comme des dangers à surdiagnostiquer ou à vouloir trop vite et de donner une étiquette? Ou est-ce que c'est plus positif parce que justement, ça permet de justement aider ces enfants-là? C'est intéressant comme question, le danger du surdiagnostic et le danger du sous-diagnostic. Donc, si on pense à toutes les stratégies non pharmacologiques qui pourraient favoriser l'attention, l'autocontrôle, la meilleure gestion des émotions, moi, je rêve d'un Québec qui enseigne à ses enfants et qui donne de façon systémique un milieu qui favorise l'attention, une éducation qui nous permet de mieux gérer nos émotions, puis une place pour bouger. Puis de comprendre qu'un enfant, ça ne restera jamais aussi tranquille que la chaise sur laquelle il est. Ça, c'est de base. Maintenant, à quoi servirait un diagnostic? On l'a dit tantôt, à se mobiliser davantage.
un diagnostic mal fait, c'est que tu passes à côté de ce que l'enfant a comme problématique. Donc, si par exemple, l'enfant, il y a des symptômes d'allure TDAH parce qu'il vit, par exemple, une situation de stress, parce qu'il est anxieux, puis que je ne mets pas en place ce dont il a besoin, bien, je passe à côté. Si je passe à côté du TDAH parce que justement, il s'est présenté dans mon bureau parce qu'il est anxieux. Okay. Ça aussi, ça peut masquer le TDAH. Je ne sais pas si vous le savez, mais nos petites filles et nos femmes qui ont un TDAH, souvent, ils se présentent dans nos bureaux parce qu'ils sont anxieuses, parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils ont des problèmes relationnels, des problèmes d'estime de soi. Nos femmes, nos filles qui ont un TDAH se suicident plus que la population générale. Okay? Ont plus de dépression majeure, plus de troubles anxieux que la population générale quand le TDAH n'est pas traité. Vivre avec un TDAH pas traité, ça augmente notre risque au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, ça peut débalancer ta maladie bipolaire, ça peut t'amener plus vers des problématiques de conso, tu peux avoir plus de décrochage scolaire, tu peux avoir plus de problèmes sur le plan de l'emploi, c'est pas tout garanti, okay? Mais c'est une augmentation des risques. Sur le plan de la santé, on a plus que de traumas, de blessures qui nous amènent en salle d'urgence, de traumatismes crâniens. On a plus de grossesses non planifiées, d'infections transmissibles sexuellement. On a plus aussi de problématiques de santé qui sont mal prises en charge à cause des symptômes du TDAH. Je pourrais vous en donner plusieurs, mais on a plus d'obésité, plus de diabète, plus de maladies cardiovasculaires. En bout de ligne, ça c'est récent, c'est dans les 10 dernières années, on a mis en évidence que le TDAH non traité, okay, au niveau d'un groupe de gens, ça diminue ton nombre d'années de vie en santé. Et ça diminue ton nombre d'années de vie, point. Par décès précoce, parce que tu t'es cassé la gueule puis tu t'es tué. Donc des blessures accidentelles, des décès accidentels, mais aussi des suicides. Puis aussi, des maladies qui n'ont pas été prises en charge comme il faut. Fait on met ça dans la balance, puis on se demande pour l'enfant, parce qu'après ça, tu as tout ça en tête, mais quand tu as le petit pouls dans ton bureau, okay, cet enfant-là, on doit mettre en balance c'est quoi les risques que je passe à côté versus que j'interviens. Puis c'est comme ça, que ce soit un petit pouls ou un grand pouls. Puis, même s'il y a un diagnostic de TDAH connu, qui revient nous consulter pour X raisons, on a toujours ça en tête. Les risques de se tromper, puis de faire un mauvais diagnostic, puis les risques de passer à côté de traiter son TDAH, puis ce que ça peut avoir comme impact. Fait que c'est tout le temps là. Après ça, c'est est-ce que j'ai les bons outils? J'aimerais ça avoir un biomarqueur. Okay? Père Noël, s'il te plaît, envoie-moi un biomarqueur en psychiatrie, n'importe quoi, mais on ne l'a pas actuellement. Donc, dans un contexte comme ça, c'est l'histoire clinique. Fait que comment on peut avoir une meilleure histoire clinique? C'est se former nous-mêmes. Okay? D'avoir une meilleure compétence dans l'examen clinique, d'aller s'outiller en faisant une cueillette d'informations, avoir une vision 3D, aller chercher comment ça va à la maison, comment ça va à l'école, pour les plus grands, avoir comment c'était quand ils étaient petits, comment ça va avec les proches. On a des outils comme ça pour structurer notre démarche. Ce qu'on n'a pas, c'est le temps de le faire. Mais tu sais, si vous avez un patient qui se présente pour de l'asthme, c'est un peu la même affaire. Est-ce que j'ai prescrit des pompes tout de suite? Est-ce que je vais l'envoyer en pneumo, passer son test pour vraiment avoir mon diagnostic? Il est en crise d'asthme là. Fait que peut-être aussi que vous allez faire une démarche en parallèle, que vous allez faire une hypothèse d'un coup que ce soit un TDAH, on met en place des choses, puis je vais conforter mon hypothèse diagnostique par une démarche plus longue. Ça va peut-être être ça. Mais ça ne se fait pas sur une napkin non plus, sur le coin d'une table en 5 minutes. Puis un autre problème qu'on a dans notre réseau actuellement, c'est l'accès. Donc, l'accès à un médecin de famille en temps opportun. Puis quand tu t'arrives en sans rendez-vous, en disant l'école m'a envoyé consulter, c'est pas évident, là. Tu sais, il vient pour une otite, puis by the way. On appelle ça, vous avez déjà vu ça, le syndrome de la poignée de porte. Hein? Ça, on l'a beaucoup au niveau du TDAH. Puis ce qu'on a aussi, c'est on s'est structuré un peu sur le plan sociétal actuellement avec le GAP,
C'est le fun pour l'acronyme, hein, le GAP, ça fait trou en anglais. Quand on dirige un patient ou un jeune vers le GAP pour une évaluation de TDAH, il faut qu'on ait structuré notre démarche. Pour pas que ça arrive sur le dos du médecin de famille qui a un 15 ou un 30 minutes puis qui n'est pas feedé là, à ce niveau-là, qui n'est pas nourri. Alors, il y a des régions qui commencent à s'organiser de ce côté-là, de faire qui va faire quoi. Je sais qu'au niveau du ministère, actuellement, il y a une grosse réflexion sur comment on peut, dans la trajectoire de service, améliorer ça. Parce que on est tous conscients des enjeux de bien faire la démarche, puis des enjeux que si on est passé à côté, il y a des impacts. Puis il y a aussi que si par exemple, si c'est un enfant, par exemple, qui a un trouble anxieux, ben il faut aussi, ça ne se traite pas pareil. Les approches non pharmaco, c'est pareil, là, mais l'approche pharmaco va être différente. Super. Donc là, on serait rendu à une étape où on fait toujours cet exercice-là à la fin d'un grand entretien. Chaque stagiaire et membre du Living Lab va dire ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu de l'entretien et un feeling, un sentiment avec lequel on part. Okay. Donc, j'ai commencé avec ça. Donc, ce que j'ai retenu, tu as vraiment un parcours que, oui, on en avait parlé un peu, puis tout ça, mais tu as tellement un parcours plus riche, plus si on veut, diversifié que ce que je pensais. Puis je trouve ça vraiment incroyable d'avoir... je savais déjà que tu étais une mère incroyable, puis je trouve ça super incroyable de te voir. Tu vas me faire pleurer, là. Ben oui. Puis vraiment, merci d'être ici aujourd'hui. Puis un sentiment avec lequel je pars, ben, je suis vraiment étonné de voir à quel point tu as des projets en parallèle. Je te vois aller depuis des années, puis malgré ton opération, mais je trouve que tu n'as pas vraiment perdu ta motivation à faire ce projet-là. Merci. Donc je passe la parole à Élodie. Moi, ce qui m'a surpris et ce que j'ai appris, entre autres, c'est que les filles ou femmes atteintes de TDAH sont plus à risque de plusieurs oui, merci. Comorbidité. Ça m'a vraiment surpris, là. Puis, en tout cas, c'est ça. Il me semble qu'il y a un besoin, pas d'agir nécessairement, mais comme de plus le reconnaître, peut-être. Puis, ouais, c'est ça, d'agir. Puis sinon, un sentiment, c'est que je me sens vraiment inspirée parce que je vous vois parler, puis c'est vraiment ce qui m'intéresse, la médecine, ce qui me fait triper. Puis comme vous voir parler, je vois à quel point vous êtes passionné par ce que vous faites, puis je trouve ça vraiment, vraiment trippant, là. Donc, je vais te laisser. Ouais, ce que j'ai retenu, ben, dans ma tête, je prenais plein de notes là, par rapport aux acronymes, puis focus, puis parce que j'ai l'impression que, même si j'ai pas de diagnostic de TDAH, j'ai l'impression que c'est un problème commun de procrastiner, puis j'aurais vraiment retenu les grandes tâches, les déconstruire, tu peux les catégoriser sous forme de urgent, pas important, etc. Fait que ça, j'en ai pris note dans ma tête, puis j'ai fait tiens ça. Sinon, mon émotion, c'est vraiment, je suis inspiré par votre parcours, puis je suis inspiré parce que je fais un MBA en ce moment, puis je vois que, mettons, parce que vous avez fait une clinique, focus et tout, puis comment ça peut vraiment changer, peut-être c'est une exagération, mais comme vraiment ça fait changer les choses dans une société, puis mettons, je vois qu'avec ce parcours-là, peut-être qu'il y a des moyens que je peux justement essayer de changer des choses par rapport à certaines problématiques via comme l'entrepreneuriat en même temps de la médecine. Donc ça m'a inspiré beaucoup. Merci. Moi, j'ai retenu la partie avec le sens, dans le fond, pour l'attention, à quel point c'est important. Tu sais, des fois, je trouve que c'est pas un aspect qui est assez mis en lumière, là, comme le fait que quand on donne un sens à quelque chose, on a plus d'attention, on a plus le goût de le faire, on est plus motivé aussi. Fait que je trouve juste de le dire, parce que des fois, c'est comme ça passe un peu sous le radar. Puis moi, c'est des choses que j'oublie, mais au quotidien, se rappeler comme qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, pourquoi on le fait, je trouve comme c'est un bon recentrement à faire. Puis une émotion, je suis comme juste bien, je trouvais que c'était super intéressant, puis je trouve que c'est le fun d'avoir quelqu'un qui est comme épanoui dans sa pratique, puis que c'est possible en médecine de vivre comme ça un peu.
en étant épanouie. Fait que, voilà, merci. Je vais laisser Ariane. Oui, moi, ce que je retiens, c'est surtout... J'ai beaucoup aimé la partie sur le fait que ce qui est... Ben, tu sais, pour l'attention pour chacun, là, c'est vraiment ce qui nous convient à nous. Parce qu'on dirait, ce que j'avais toujours entendu, c'était ça, faut le faire, ça, faut pas le faire. Puis c'était jamais adapté. Puis c'est comme la première fois que j'entends quelqu'un dire « Ah, mais il faut juste que tu fasses ce qui fonctionne pour toi. » On dirait que c'est comme, c'est fou. D'avoir jamais entendu ça, mais je suis genre « Ah, mon Dieu, c'est le fun. » Ça veut dire qu'on peut juste trouver quelque chose qui nous convient. Puis, ben, c'est ça, comme aussi Sandrine qui disait, avec le sens, puis aussi avec l'organisation pour la procrastination, parce que je m'identifie quand même à la procrastination en général, fait que ça donne des bonnes idées. Fait que je vais retenir ça. Puis une émotion, je me sens comme vraiment enrichie par toute cette discussion-là. J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, puis ça touche plusieurs aspects. Je pense que ça nous touche tout le monde. C'est ça, fait que c'est vraiment très intéressant. Merci. Il y a des gens en ligne aussi, des stagiaires. Donc, les stagiaires en ligne, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous repartez de ce grand entretien? Je peux commencer. Moi, quelque chose que je retiens, c'est quand vous avez parlé là, de poser un diagnostic, que ça pouvait donner un peu la motivation de prendre action sur sa condition. Parce que souvent, là, les gens ont plus une opinion de surdiagnostic, comme vous avez parlé aussi, mais je trouve ça bien là, de dire qu'à certains patients, ça peut leur donner comme la motivation d'agir pour que ça a l'air mieux dans toute leur vie avec cette condition-là. Puis, une émotion, je dirais avide, parce que j'avais déjà entendu là, une conférence de vous avec le GIPS, le groupe d'intérêt en pédiatrie, puis là, on a vraiment abordé plein d'autres sujets, fait que je me dis que je pourrais retourner vous voir en conférence, puis j'en apprendrai encore beaucoup. Fait que c'est ça. Merci beaucoup pour votre présence. Allô. Moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout quand vous parliez de tous les trucs pour comme, améliorer notre concentration, des choses comme ça, puis par rapport à la procrastination et l'organisation. Puis sinon, une émotion que j'ai en ce moment, c'est, je dirais peut-être soit un peu comme Ariane, enrichissant. C'était enrichissant, je trouve. Puis aussi, juste inspiré par toute la conversation que vous avez eue. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'aimerais souligner que Morgane t'a dit que tu avais participé à une conférence avec ma mère, Annick Vincent, mais c'est toi, si je comprends bien, qui l'a organisé cette conférence-là. Donc, merci de partager. Et ça avait été une très belle soirée. Oui, je pense que c'est une de nos conférences là, qui a eu le plus grand nombre de participants, puis surtout le plus grand nombre de questions. Moi, je me rappelle que j'avais la pratique de cheerleading et de games après, puis je pouvais comme, tu sais, d'habitude, je quitte pas avant que tout le monde aille quitter, mais là, j'étais comme, hey, écoutez, tu sais, je dois vraiment quitter. Je pense que les gens sont restés une trentaine de minutes là, pour poser des questions individuellement après. Et plus. Nathalie? Moi, je suis comblée, une rencontre extraordinaire de voir la femme que vous êtes, la maman, la médecin, puis de voir juste la relation que vous avez avec Alexandre. C'est très, très le fun parce que moi, j'ai 3 grandes filles, puis je trouve ça tellement important. Puis tous les trucs que vous avez amenés, je trouve ça le fun parce que moi, j'ai une grande qui a eu un diagnostic à 25 ans, mais qui a eu des essais de diagnostic beaucoup plus jeunes. Puis elle était toujours à la limite du déficit de l'attention. Puis à 25 ans, elle-même est retournée consulter. Et là, elle a un trouble anxieux, en plus, qui là, finalement, la poule ou l'œuf. Mais ceci étant dit, maintenant, elle gère les deux très bien. Elle est maintenant rentrée à l'université, chose que ça a pris du temps à aller chercher. Mais c'est beau de voir tout ce qu'on peut faire pour améliorer, puis de ne pas perdre espoir que oui, le diagnostic, c'est la première chose, mais qu'il y a des raisons pour lesquelles on ignore que les diagnostics se sont pas aussi bien faits qu'on aurait voulu. Puis pas avoir de regrets. Moi, des fois, je me disais, c'est plate qu'elle n'ait pas eu son diagnostic avant. Peut-être qu'elle aurait fait d'autres choses, mais elle a eu un autre parcours qui est tout à fait aussi enrichissant. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis bien contente que le diagnostic soit posé. Puis je vais naturellement l'amener à regarder le grand entretien, puis aller voir vos livres. Naturellement. Merci beaucoup. Jenny? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'était une super belle rencontre. J'ai appris plein de choses. Toutes les données sur la femme aussi, comme elle. Puis moi, je me sens mobilisée. À 41 ans, d'aller potentiellement chercher un diagnostic enfin, de quelque chose dans lequel je suis dans le déni et dans la honte depuis que je suis très petite.
Donc, j'ai eu beaucoup de débrouillardise, mais à l'âge que j'ai, je sens que c'est comme ma carte de crédit, elle a payé beaucoup. Ouais. Et voilà. Je vais être petit. Puis Jenny, qu'est-ce qui arrive à la fin? Non, mais toi, Richard, Il en manque deux, là. d'habitude, Ouais. tu ne réagis pas en disant que Ben- tu as suffisamment parlé, mais aujourd'hui, tu n'as pas suffisamment parlé, fait que je pense que tu pourrais réagir. Ben, en fait, moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai senti. D'abord, j'étais extrêmement touché de la façon dont Alexandre a conduit cette entrevue-là avec vous. C'était un peu spontané à la dernière minute et ça s'est tellement naturellement passé. On voyait là, c'était complètement naturel et très touchant en fait, même par la subtilité de tes questions, de ton écoute extrêmement attentive aussi, Alexandre. Donc, et ça aussi, c'est un côté de toi qu'on t'écoute beaucoup, puis tu es toujours en train d'aider tout le monde, en fait. Là, ça, vous connaissez votre fils, mais peut-être Oui. pas autant que sous l'angle qu'on a aujourd'hui. La pomme tombe jamais loin de l'arbre, donc... Tu sais, on en apprend toujours, mais on est vraiment... on apprécie beaucoup votre fils. Et puis... vous aussi. Et puis... mais de vous voir ensemble comme ça, c'est un moment vraiment magnifique. Et toutes vos réponses, c'est sûr que, tu sais, je suis psychologue, je connais quand même ça, un peu, le TDAH, mais tu sais, je suis pas du tout un expert là-dedans. Mais vous parlez vraiment comme une grande experte. Donc, tu sais, vous connaissez votre matière. Et l'excellence, c'est une qualité d'un leader. Donc, il faut être excellent dans quelque chose. Et vous êtes excellente dans ce que vous faites. Sûrement excellente dans plein d'affaires, mais là, on sent vraiment le focus. Puis ce que ça donne à travers les années. Toute la génération de personnes, d'étudiants probablement, de personnel dans votre clinique que vous formez, va avoir un impact majeur. Avec vos livres, tous les efforts de transfert de connaissances, c'est énorme. Fait que je vous remercie beaucoup à tout le monde ici pour cette entrevue. Merci beaucoup. Puis dans le transfert de connaissances, je vous invite à aller voir le site que j'ai fait. Je vends rien. je vends des connaissances gratis. C'est attentiondéficit-info.com. C'est bilingue en français puis en anglais. Il y a plus que 50 pays qui visitent le site. Et il y a des liens aussi vers une fondation qui est dédiée au TDAH, qui s'appelle la Fondation Philippe Laprise, sur lequel il y a beaucoup de matériel qu'on a mis. On a fait bien des vidéos. On connaît notre monde, son cours. Donc, on a de l'information. Puis, je fais un appel à tous. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de justement prendre le relais, s'impliquer, il y a de la place. OK, on vous attend. Merci. Mais, Annick, on n'a pas terminé. Il reste une chose. Oui. Ben, veux-tu l'expliquer ou je l'explique? Ben, je peux l'expliquer. Dans le fond, on a demandé à tous les gens du Living Lab de dire qu'est-ce qu'on retient, comment on se sent. Ben, on retourne la question. Toi, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu retiens de ce grand entretien? Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'on a une jeunesse extraordinaire. On a des gens qui sont déjà leaders et qui vont justement, par leur créativité, leur différence, j'ai l'impression que le projet que vous avez et les gens qui justement gravitent autour du projet, vous allez avoir un effet de contagion. Okay? Vous êtes la prochaine pandémie positive. Puis ça, moi, ça m'émeut. Puis je suis toujours, je dirais, moi, quand je suis bien contente, je pleure. Fait que je suis vraiment contente. Merci. Merci. Moi, je pleure jamais. Merci. Donc, merci tout le monde d'avoir assisté à ce grand entretien avec Dr Annick Vincent. C'est rare que je l'appelle comme ça, mais qui est ma mère qui m'a accompagné toute ma vie, puis qui est maintenant une invitée au Living Lab. On s'est fait
Il y a DJ Wellness aussi qui est arrivé dans l'entretien. Ça nous a surpris. On pensait qu'il était en tournée, mais finalement, il a pris le temps de venir. Puis c'est fascinant à quel point ma mère est internationale, vous voyez. On va se revoir à Paris. Oui. À Paris, hein? Ah oui. Oui, c'est ça. Mais oui, donc merci à tous de votre présence et merci à tout le monde d'écouter pour ceux qui vont l'écouter en podcast.